Bonjour tout le monde, on va y aller avec un gros enregistrement sur les exercices de la section 2.1, les lois simples des gaz. On a 10 pages à faire, donc c'est tous les petits devoirs là, finalement là, sur les formules qu'on a à voir dans les premières formules qu'on a à voir dans nos notes de cours. Numéro 1, parmi les quatre variables suivants à étudier, sur le comportement des gaz, laquelle correspond à chacune des caractéristiques énumérées ci-dessous. Donc, quand on parle de la vitesse des particules de gaz, bien, vitesse, là, c'est égal à l'énergie cinétique. Puis l'énergie cinétique, bien, dans ce temps-là, on parle de la température. Donc, c'est T. Les collisions entre les particules, collision est égal, nombre de collisions est égal à pression. Donc, on parle ici du P de la pression. L'espace entre les particules de gaz, ben, ça délimite finalement donc la portion qui est occupée par les particules gazeuses. Donc, c'est en lien avec le volume. Puis le nombre de particules, ben, nombre de particules, c'est sûr, là, c'est la quantité de mol, donc de gaz, le N. Numéro 2, genre de numéros là, qu'on peut avoir à l'examen. Là. Tous les numéros là, où est-ce qu'il y a utilisation de formules, donc c'est sûr que ça pourrait être à l'examen. Donc, on a un ballon de 650 millilitres qui contient une masse de 0,43 g de méthane. Fait que là, c'est sûr qu'on le sait qu'il y a du méthane. Donc, en sachant que c'est du méthane, on peut aller chercher sa masse molaire si, admettons, on en aurait besoin là, dans le tableau périodique aux conditions ambiantes. Fait qu'il faut se rappeler que conditions ambiantes, c'est TAPN. Fait que dans ce temps-là, hein, c'est sûr que la température est de 25 degrés Celsius, la pression 101,3 kPa. On veut savoir quelle est la valeur de chacune des quatre variables. Fait que dans le fond, là, on veut avoir quel est le V. Le V, on l'a déjà, mais nous, ouf, on n'aime pas bien ça en millilitres. On va diviser par 1000 pour l'avoir en litres. Ensuite, la température, on va faire plus 273 pour l'avoir en Kelvin. Puis la pression, ben, on a 101,3 kPa. On aurait pu mettre aussi là, 760 mm de mercure, mais nous, on préfère en kilopascal. Fait qu'est-ce qui nous manque dans les quatre variables? Ben, il nous manque le N. Fait que pour aller chercher le N, on va prendre notre formule qu'on avait vue au début de l'année, le N isolé. Moi, je peux très bien là, interchanger le gros M avec le petit n, ce qui fait en sorte qu'on va faire la masse divisé par la masse molaire qu'on trouve bien sûr dans le tableau périodique pour le CH4. Donc 12 plus là, finalement donc 4 grammes par mol là, pour le H, là, parce que l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol, ce qui donne environ 16. 16, ça aurait été bien correct. C'est en grammes par mol, hein, on n'oublie pas la masse molaire, fait que les grammes et les grammes, ça s'annule, il va rester des mols. Les mols hein, sont au dénominateur, mais c'est comme au dénominateur du dénominateur, fait qu'on peut le remonter donc en haut. Donc, c'est possible. On nous dit à quelle valeur correspond la pression atmosphérique normale en millimètres de mercure? Bien, on sait que 101,3 kPa est égal à 760 millimètres de mercure, est égal à 1 atmosphère, est égal à 760 torrs. Là. Fait que, si on y va dans les vieilles unités, fait qu'on le sait là, que c'est comme notre règle de base au niveau de la mer. Numéro 4, préciser l'instrument qui permet de mesurer expérimentalement chacune des variables énumérées. La température, ben moi, c'est sûr qu'on préfère un thermomètre ou un capteur de température, mais un thermomètre, c'est bien correct. Pression, on peut y aller avec un manomètre, une jauge, un baromètre, donc ça fait. Quantité de gaz, oh, donc là, pour la quantité de gaz, ben c'est sûr qu'il va falloir que j'utilise donc une balance, ça c'est bien certain, pour peser la masse. Je vais aller chercher la masse molaire dans le tableau périodique, puis je vais pouvoir aller chercher le N, donc la quantité de gaz. Le volume, ben, pour mesurer le volume d'un gaz, il faut que je le mette dans quelque chose qu'on peut là, le laisser enfermer, qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Moi, je préférerais donc une seringue, mais on pourrait y aller aussi en recueillant le gaz avec l'aide d'une burette à gaz. Donc, on pourrait y aller avec ça aussi. L'autre côté, à une température donnée, un échantillon de diazote, c'est du N2, exerce une certaine pression dans un contenant au volume variable. Si on triple le volume tout en gardant la température constante, quelle va être la valeur de la pression? Expliquez votre réponse. Fait qu'admettons là, que j'ai une petite seringue comme ça ici, puis j'enferme donc du N2 dedans, puis là, je décide de tripler son volume, puis je mets la même quantité de diazote dedans en triplant, comme ça, mon 3 est vraiment light, donc triplant le volume. On le sait que la pression,
Puis le volume, c'est inversement proportionnel. Fait que si j'augmente le volume, la pression, ben c'est sûr, va diminuer dans le même sens. Fait que ça veut dire que j'ai le même nombre de particules. Admettons là, que j'en ai 5, ici aussi, je vais en avoir 5. Fait qu'on s'entend-tu là que ici, la pression est plus petite parce qu'il va y avoir moins de collisions. Ici, la pression donc, est plus grande. Puis si on triple, ben, si on triple donc le volume, ben, la pression va être 3 fois plus petite. Fait que dans le fond, on a comme divisé donc par 3. Numéro 6, genre de question à l'examen, puisque c'est vraiment l'utilisation de formules. On a Justin qui gonfle un ballon à une certaine quantité, avec une certaine quantité de gaz, jusqu'à ce que le ballon atteigne un volume V de 550 millilitres à une pression P de 100,8 kPa. Que deviendra la pression du ballon si Justin parvient à diminuer le volume, donc ça c'est comme le nouveau volume, ça c'est la pression 1, la pression 2, le nouveau volume à 330 millilitres, tout en gardant les autres facteurs constants, la température constante. Fait que nous, on va aller chercher quelle va être la nouvelle pression, donc le P2. En passant, on s'en fout si on prend P1 ou P2, on attend qu'on associe là, le bon volume avec la bonne pression. Fait qu'il faut comprendre ça. Là. Fait qu'on a V1, on a P1, on a V2. On cherche notre P2. Fait que la seule formule que j'ai avec des V et des P, c'est la formule inversement proportionnelle de la pression et du volume. Moi, je vais aller chercher le P2, fait que je vais aller l'isoler. Pour aller isoler le P2, bien, le contraire de fois V2, c'est divisé donc par V2, fait que je divise par V2, là, admettons, de chaque côté. Les V2 ici, j'en ai plus. Ça me donne ma formule isolée. Bien important d'avoir toujours la formule isolée. Puis après ça, je mets mes chiffres dedans, je réponds à ma question, donc en faisant mon calcul, puis je mets les unités à toutes les fois que j'ai un chiffre. Fait que ma pression 1, ben, c'est 100,8 kPa fois mon volume 1 qui est de 550 millilitres divisé par mon volume 2 qui est de 330 millilitres. Bien sûr, les millilitres et les millilitres s'annulent, il me reste des kilopascals, fait que c'est ça que je vais aller chercher. Là, je peux regarder, là, qu'est-ce qui s'est passé entre le volume 1 et le volume 2. Bien, le volume, il a diminué, fait que ça veut dire que la pression devrait augmenter. Fait que ma pression, là, à la fin, elle est de 108 kPa. Au départ, ben, elle était de 100, effectivement. Elle a augmenté. Fait que probablement que, tu sais, ma réponse, elle devrait être pas mal bonne. Je suis capable de me vérifier un peu. On nous dit, un gaz occupe un volume, je vais effacer ça, occupe un volume de 45 millilitres à une pression de 680 mm de mercure à température constante. Fait que ça veut dire que la température, on s'en fout, là, donc elle ne change pas. Quel sera le volume de ce gaz? Donc le volume 2, fait que ça, j'imagine que c'est le V1 puis le P1. Si on amène la pression, si on change la pression à 120 kPa. Fait que nous, dans le fond, on a V1, P1, P2 et on cherche le V2. Je vais aller encore chercher ma formule P1, V1 est égal à P2, V2. Dans ce cas-ci, moi, je vais aller isoler le V2, fait que je vais diviser de chaque côté par mon P2, puisque le contraire de fois P2, c'est divisé donc par P2. Fait que ça me donne ma formule isolée. Moi, je ne veux pas savoir comment vous l'isolez. Je vais avoir la formule isolée, puis après ça, on rentre les chiffres dedans. Là. Fait que je vais faire P1, oh, ça, c'est la conversion, excusez. Je suis pas à la bonne place. On va s'en aller. Donc, ici, comme ça, je vais aller enlever ici ma petite flèche de même. Comme ça. On s'en va ici, donc calculer. Fait que je vais faire mon P1 fois mon V1. Je vais diviser par mon P2 et ça va me donner mon volume, donc en millilitres. C'est sûr que les kilopascals et les kilopascals s'annulent, il va me rester juste des millilitres et c'est ça que je cherche. Donc, je cherche un volume. Là, vous allez dire, ben, hein, parce que là, tu sais, moi, j'avais là une pression en millimètres de mercure, puis j'avais une pression en kilopascal. Je prends-tu millimètres de mercure ou je prends un kilopascal? C'est vous qui décidez. Vous pouvez prendre donc un ou l'autre. On y va avec la conversion. Avant de faire notre calcul, ça aurait été le fun, non, d'y aller avec la conversion. On a décidé de mettre ça en kilopascal, fait que je vais convertir mon 680 millimètres de mercure, comme ça, en kilopascal. Je vais faire mon produit croisé. Donc, le produit croisé ici, c'est la conversion. Fait qu'on le sait que
90,6, là, dans le fond, kilopascal, c'est égal à, si on l'arrondit, là, à 680 mm de mercure. C'est pour ça là, que j'ai pris le 96, je n'ai pas pris là, le 680. C'est parce que j'avais kilopascal, kilopascal, il faut que ça s'annule. Je ne sais pas si vous comprenez, là, fait qu'il fallait vraiment que j'utilise les mêmes unités pour le volume, puis les deux P1, P2, mêmes unités aussi. On va aller vérifier si ça a du bon sens, donc notre réponse. Fait que de P1, on a dit que c'était 90,6 kilopascal, là. De P1 à P2, oh, ben là, je me rends compte que ma pression, elle a monté. Fait que mon volume, lui, il va passer de 45 à 34 millilitres. Fait que c'est sûr que mon volume a diminué. Puis justement, c'est inversement proportionnel. Fait que ça devrait vraiment être correct. On continue avec de l'autre côté. Donc, on tourne la page. On a Gabriel qui veut gonfler. Oh, un peu plus tannant, là, ce numéro-là. Il faut être capable de faire ça. Quand il y a des pompes, là, puis du gonflage de ballon, là, c'est tout un peu plus là, fatigant donc, à faire, mais il faut être capable de les faire quand même. Gabriel veut gonfler 500 ballons de 1200 millilitres. Bon, déjà, là, les millilitres, on n'aime pas ça. Ça va donner 1,2 litres. On a tout simplement divisé par 1000 là, pour passer de millilitres à litres. Avec de l'hélium, blablabla, aux conditions ambiantes, on est à TAPN, en autant que ça ne change pas, de température et de pression. Pour ce faire, elle utilise une bouteille d'hélium qui a un volume, donc tous les deux, là, c'est des volumes, ici, de 20 millilitres, 20 litres, pardon. Quelle devra être la pression minimale dans la bouteille pour que Gabriel parvienne à gonfler tous ses ballons? Bon, bien là, en premier, c'est sûr que des ballons, là, de 1,2 litres, j'en ai 500. Fait que je vais faire 500 fois 1,2 litres. J'ai 600 litres que j'ai besoin là, à cette pression-là pour gonfler mes ballons. Là, vous allez dire, ouais, mais à quelle pression que mes ballons vont être? Bien, ils vont être en température et pression ambiante, à TAPN. Puis à température et pression ambiante, là, c'est 101,3 kilopascal. Fait que mes ballons, ils vont être à TAPN, à température ambiante, donc à une pression, TAPN, on va mettre ça en parenthèse ici, de 101,3 kilopascal. Nous, là, il faut toutes les gonfler les ballons, on en a vraiment besoin de 500. Fait qu'on a besoin d'une bonbonne qui a un volume de 20 litres, OK? 20 litres ici. Fait qu'il va falloir comprimer tout ce gaz-là dans une bonbonne de 20 litres. Fait que c'est clair que quand on va envoyer là, dans ma bonbonne, tu sais, là, tout, là, le 600 litres, il va falloir que les particules soient vraiment comprimées. Fait qu'on va vouloir savoir, donc la pression donc à l'intérieur va être de combien? Fait que là, j'ai comme mis là, pression de la bouteille, volume de la bouteille, le 1, là, puis pour les ballons, les ballons à l'extérieur, ça c'est dans la bouteille, ben, j'ai mis les 1. Mais ça, on aurait pu faire le contraire, là. On aurait pu mettre pour le ballon, ben, mon P1V1, puis pour la bouteille P2V2, là, ça n'a rien dérangé. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je cherche? Je cherche avec ma formule P1V1 est égal à P2V2, je cherche mon P1 ou mon P2, là, donc ça dépend là, qu'est-ce que j'ai mis là, comme petit indice, là, comme chiffre. Je vais aller isoler donc mon P1 en divisant par V1, parce que le contraire de fois V1, c'est divisé par V1, divisé par V1. Ça me donne cette formule isolée-là. Fait qu'oubliez pas de mettre la formule tout seul, pas d'isolation. On peut l'isoler donc à côté, là, ça c'est sûr, mais je ne veux pas savoir comment vous l'isolez, je ne regarderai pas. La formule isolée, puis là, on rentre nos chiffres à l'intérieur. Fait que mon P2, c'est 101,3 fois mon V2 qui est 600 litres. Je divise par mon V1 et ça va me donner ici, donc, mon P1. Là, il y a un petit ajout. On va aller écrire ajout. Je vous avais dit, hein, qu'à moins que ma bonbonne soit totalement neuve, là, puis même là, il y a tout le temps du gaz là, qui va être égal à la pression atmosphérique. Fait que même si je vais toute ma bonbonne, il va toujours rester donc un petit peu de gaz qui va être égal à la pression atmosphérique à l'extérieur. La pression atmosphérique, ben, on est à TAPN, fait qu'on est à 101,3 kilopascal. Fait que ça veut dire que ma bonbonne, là, on avait déjà une pression à l'intérieur quand je l'ai juste ouvert, qui était égale à la pression atmosphérique de 101,3. J'avais quand même du gaz, là, du gaz qui provenait de l'air ambiant. Puis il faut que j'ajoute
tout ça dans ma bonbonne d'hélium. Ça, c'est mon hélium. Ça, c'est mon gaz normal là, d'air à pression atmosphérique. Fait que la bonbonne, là, sa pression, finalement, là, va être de 3140,3 kPa. Fait qu'on s'entend que j'ai comprimé ça dans un plus petit volume. Fait que la pression va augmenter. C'est ça qui arrive. Donc, on devrait finalement donc, être correct. Numéro 9, les particules de gaz comme celles de l'air ambiant possèdent de l'énergie cinétique en dessous de 0 degré Celsius. Écrivez votre réponse. Bon, c'est parce que, ben oui, tu sais, les gaz, là, ouais, ils ne bougent plus. Il n'y a rien qui bouge, hein, à 0 Kelvin. Ça, c'est le zéro absolu. Rien qui bouge, même pas les liquides, même pas les solides, rien. Mais tu sais, les gaz, eux autres, là, ils n'ont rien à voir avec le zéro, là. Zéro, là, c'est juste le point de congélation, donc de l'eau, là. Fait que l'énergie cinétique des particules de gaz ne deviendront pas nulles parce que c'est 0 degré Celsius, là. Sinon, ben, on n'aurait plus d'air pour respirer, là, à 0 degré Celsius, pas encore moins à moins 40. Je ne sais pas si vous comprenez, là. C'est pas parce qu'on tombe à zéro que, mon Dieu, tout gèle, puis les gaz vont geler, là, ça n'a aucun rapport. Le 0 degré Celsius, c'est le point de congélation juste de l'eau. Effectuez ici les conversions d'unités. Fait qu'on veut passer soit de Kelvin à Celsius ou de Celsius à Kelvin. Bon, nous autres, on avait vu hein, que pour passer de Celsius à Kelvin, on faisait plus 273. Fait que ça veut dire que pour faire l'inverse, ben, il va falloir faire moins 273. Fait que si je veux passer de degré Celsius à Kelvin, je fais plus 273. On n'oublie pas de mettre le négatif, hein, c'est la calculatrice. Puis ici, ben, je vais faire moins 273. Fait que ça, c'est réglé pour mon numéro 84. L'autre numéro facile. Pourquoi une température exprimée en Kelvin ne peut pas être négative? Parce que 0 Kelvin, c'est le zéro absolu. Ça correspond à la température la plus basse qui pourrait donc exister. Il n'y aurait plus aucune vie, plus aucune vibration dans les solides, plus aucune rotation donc dans les liquides, rien. Fait que c'est juste pour ça. Numéro 12. On y va avec ça. Par une froide journée d'hiver où règne une température de moins 20 degrés Celsius, Sandrine gonfle un ballon jusqu'à ce qu'il occupe un volume de 2,3 litres. Oh, fait que ça veut dire que c'est comme mon V1, mon T1. Elle décide d'amener le ballon à l'intérieur de la maison. Oh, là, la température monte, il fait plus chaud. Si l'étiquette du fabricant indique que la capacité maximale du ballon est de 1,5 litres, qu'arrivera-t-il au ballon dans ces nouvelles conditions-là? Fait que là, ce n'est pas le volume 2, ça ici, c'est le maximal qu'on peut avoir. On va comparer notre réponse avec 2,5 litres. Fait que moi, je cherche mon V2. La formule qu'on connaît avec volume et température, là, quand on a toutes les formules mélangées, il faut vraiment choisir la bonne, mais c'est V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. En passant, là, pas oublier de faire à toutes les fois qu'on a une température en degrés Celsius plus 273 parce que nous, pour que notre formule fonctionne, pour que la relation soit directement proportionnelle quand c'est en Kelvin et non juste proportionnelle quand c'est en degrés Celsius, bien, pour faire une proportion, que ça soit directement proportionnel, on n'a pas le choix, il faut que ça soit en Kelvin. Fait à toutes les fois qu'on voit des degrés Celsius, oubliez ça, on transfère ça en Kelvin. Fait qu'on a notre formule ici. Nous, qu'est-ce qu'on veut aller isoler? On va aller isoler donc le V2, isolé. Fait que je vais faire ça fois ça, les deux là, qui sont dans le fond, là, parce que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, là, les deux qui sont en opposition, comme ça ici, puis on divise par lui qui est opposé à mon V2, lui qui reste. Donc, j'appelle souvent donc le rejet. Fait que formule isolée, on a fait donc diviser par T1. On a notre formule ici. On va aller rentrer nos chiffres dedans. Fait que notre V1, c'est 2,3 litres. Notre T2, c'est 295 Kelvin. Puis notre T1, c'est 253 Kelvin. Ça nous donne notre volume ici. Puis notre volume, ben, coudonc, il est plus grand que notre maximal qui est de 2,5 litres. Fait que là, c'est plus grand. Mon ballon, probablement, il va éclater. Là, c'est son maximum qui peut arriver. Puis en passant, ben, on pouvait voir que, hein, regardez bien, de T1 à T2, la température montait. Fait que dans ce temps-là, le volume va monter aussi. Fait que j'ai pas mal de chance finalement que ça éclate et ça passe douette.
Carolina effectue une expérience pour le numéro 13, je pars direct bing bang au numéro 13, une expérience afin d'évaluer la relation entre le volume et la température. Bien là, je sais déjà que je vais prendre cette formule-là. Elle plonge une seringue contenant du dioxyde de carbone, du CO2, dans un bécher d'eau glacée dont la température est quand même assez froide de 4 degrés Celsius. La seringue indique alors, à cette température-là, il faut lire entre les lignes, là, un volume de 82,5 litres. Après avoir chauffé le tout pendant, on s'en fout, là, 2 minutes, elle note un volume qui a augmenté, ça c'est sûr, le volume augmente, de 102,4 millilitres. On veut savoir quelle va être la nouvelle température du thermomètre. Fait que moi, je cherche le T2 que je vais isoler. Fait que je vais comme aller multiplier, faire un produit croisé, multiplier les deux chiffres là, qui sont comme alignés là, en opposé, j'ai multiplié, puis je divise par lui qui reste, lui qui est opposé à mon T2, parce que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On écrit notre formule isolée et on calcule le tout avec les chiffres puis les unités. Donc, le V2 fois mon T1 divisé par mon V1, qui va me donner, donc, c'est sûr, donc des kelvins, parce que les millilitres et les millilitres s'annulent. Il va me rester ici 343,8 kelvins. Là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont converti en degrés Celsius. On ne nous le demandait pas. Probablement qu'un thermomètre en kelvin, ça n'existe pas bien, bien, c'est pour ça. Fait qu'on l'a converti en degrés Celsius, mais moi, si vous l'aviez laissé là, en kelvin, là, ça aurait été bien, 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 bien correct. Fait que ma température, donc, dans le fond, elle a monté aussi au même titre que mon volume a monté. Oh, c'était déjà écrit comme ça ici. Fait que c'est normal puisque c'est directement proportionnel. Ça, c'est notre dernier numéro de la page 85. On est rendu à la page 86 pour que vous soyez capable de suivre. Moi, je vais tourner, là. On s'en va comme ça. OK. La cryogénie est l'étude du comportement de la matière à très basse température. Grâce aux découvertes liées à la cryogénie, il est maintenant possible de conserver des cellules ou de récupérer des gaz nuisibles pour l'environnement. Quelle est la pression exercée par un gaz à une température de moins 123 degrés Celsius? Si on mesure, parce que nous autres, on cherche la pression, là, à cette température-là. Là. Fait que ça va être comme notre deuxième renseignement. Si on mesure une pression de 92 à une température de 27 degrés Celsius, bien sûr, j'aurais pu inverser les 1 puis les 2, là, en autant que 27, ça aille avec 92, c'est bien, bien, bien correct. Nous autres, on déteste ça, donc c'est sûr, des degrés Celsius, on va faire plus 273 pour avoir nos résultats en Kelvin. Fait qu'on se rend compte qu'on travaille avec pression et température. La formule qu'on connaît avec pression et température, c'est P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Moi, je vais aller isoler mon P2. Fait que c'est ça que je vais faire, là, dans le fond, c'est super, super facile. Donc, je vais faire les extrêmes ici, que je vais multiplier. Je vais diviser par lui qui est opposé, le rejet, là. Lui qui est opposé à mon P2. J'ai ma formule isolée. Je rentre mes chiffres dedans. Fait que je vais faire mon P1 fois mon T2 divisé donc par mon T1. C'est sûr que les kelvins et les kelvins vont s'annuler. Il va me rester des kilopascals. Puis là, je regarde si ça fit. Ma température, qu'est-ce qu'elle a fait de 300 à 150 Kelvin? Ma température, elle a descendu. Fait que ma pression aussi devrait descendre. Puis on est passé de 92 à 46 kilopascals. Fait que ça a bien du bon sens. Fait que je me vérifie avec les unités, puis je me vérifie avec la logique, donc aussi. Numéro 15, il faut être capable de faire un graphique. Remplissez le tableau ci-dessous qui représente les données recueillies par un étudiant à l'aide d'un diagramme démontré dans l'espace ci-contre qu'il existe une relation directement proportionnelle entre la pression et la température. Fait qu'on peut se préparer une axe, la pression en kilopascal en fonction de la température. Ça, c'est tout le temps ça en fonction de ça. OK? Donc, que ça soit clair. On a les premiers bouts de notre calcul, puis les premiers bouts aussi de notre tableau. Fait qu'on sait que quand on a une température 1, la pression est de ça. Puis quand ma température donc monte, on cherche la pression 2. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Fait que je vais utiliser ma formule. Puis là, ça aurait été le fun qu'ils l'écrivent, là. P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Après ça, je vais aller isoler qu'est-ce que je cherche. Isoler le P2, comme on a fait donc tantôt. Je vais faire ça fois ça, divisé donc par mon T1.
Puis là, ben, je calcule. Donc, je fais mon P1 là, qui est ici, fois mon T2 qui est là, puis je divise par mon T1 qui est là. Ça va me donner, ben, c'est sûr, donc un chiffre, parce que les kelvins s'annulent là, en kilopascal. Puis j'imagine que, oh, si ma température a de l'air augmentée, ma pression va augmenter aussi. Fait que c'est un chiffre qui va augmenter. Je vais faire la même chose, même chose, même chose, tout le long, tout le long, tout le long. Je vais tout le temps prendre de base, là, ces données-là, tout le temps prendre T1, P1 avec 5 puis 100. Puis là, je vais toujours aller chercher le P2, le P2, le P2 que je vais aller chercher. Oh, ça, c'est un point d'interrogation. En considérant que ça, c'est T2, T2, T2. Fait que je vais refaire le même calcul, mais au lieu d'avoir, là, dans le fond, 15, là, donc d'avoir ben, une température de 15 plus 273, là, ben, je vais y aller donc avec 25 plus 273. On n'oublie pas hein, que la température est boy. Pour que ça marche, on fait toujours plus. 273 plus 273 plus 273 plus 273. On a compris le principe, là. Plus 273. Un coup qu'on a ça, ben là, ce serait le fun hein, d'y aller avec la température absolue, la température en Kelvin. Pourquoi? Ben, c'est parce que si je n'y vais pas là, en Kelvin, là, je vais avoir une droite de même en degrés Celsius qui n'est pas en tout directement proportionnelle. Nous, on veut prouver que c'est directement proportionnel. Fait que là, j'y étais là, en graduation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, mon Dieu, t'sais, on peut y aller avec 100 ici, puis là, on y va avec 300, Kelvin, puis là, on y va. Là. Bon, j'imagine que quand on a une température de 0, la pression est de 0. Quand on a une température de 101,3 plus 5, ben, ça donne 106,3 plus 5, puis notre pression est de 100. Donc, comme ça, je pourrais y aller. Fait que je m'en vais là, comme ça avec ma température en fonction 273, excusez, plus 5. Fait que je m'en vais à 200 quelques. Tu sais, mes points sont ici, là. 200 quelques ici avec une pression de 100, puis ainsi de suite, là. Donc, je m'en vais comme ça. Je vais mettre mes points donc ici, puis je vais pouvoir aller là, continuer donc mes affaires, puis mettre mes choses là, correctement. Fait que ma pression, donc, elle est là, donc aux alentours là, de 100, comme ça ici. Puis ma température, ben, elle va être aux alentours de 273, donc en montant, là. Ça, c'est bien certain. Fait qu'on y va avec ça, puis on essaye de mettre nos points. Nos points, ben, sont censés donner une belle ligne droite, donc ils montent. Tout simplement. On y va de même. L'autre côté, genre de questions qu'on pourrait avoir à l'examen. Numéro 16. On y va avec ça. Je fais une petite pause, il y a des élèves qui... On nous dit au numéro 16, on est à la page 87, là, tout le matin, alors que la température est de 10 degrés Celsius, ça j'imagine que c'est mon T1, et la pression atmosphérique P de 101 kPa, Jean-Sébastien mesure la pression de l'air dans les pneus de sa voiture avec une jauge à pression relative. Oh, pression relative, là, ça veut dire qu'il va falloir que j'ajoute la pression atmosphérique. Là. OK, pression relative, ça, c'est ma pression atmosphérique. C'est pas nécessairement ma pression 1. Il note, on va voir, il note que, alors, une valeur de, ça, c'est ma pression 1, de 240 kPa. On veut savoir quelle valeur indiquerait la jauge si la température augmentait. Fait qu'on voit qu'il y a une augmentation de température. J'imagine que ça va augmenter la pression. Si la température augmente jusqu'à 12 degrés Celsius. Là, là c'est bien certain hein, qu'on n'aime pas bien ça, nous autres, donc d'avoir donc, des degrés Celsius. Fait que, elle va augmenter. Hey, et faites attention à la lecture, hein? Va augmenter de 12 degrés Celsius. Fait que je vais faire 10 degrés plus 12 degrés Celsius. Je vais être rendu à 22 degrés Celsius. C'est pour ça ici qu'on a 22. Puis, on disait qu'on n'aimait pas ça, hein, les degrés Celsius. On met ça donc en Kelvin. Ça veut dire que mon T1, c'est 283. Mon T2, c'est 295. Nous, ben, on sait qu'on cherche la pression 2. Fait que je vais aller me chercher une formule avec la pression 2. On va aller isoler ici ma pression 2. Fait que facile, je vais faire P1 fois T2 divisé donc par T1. Ça va être ma formule isolée que je n'oublie pas d'écrire. Puis je vais aller faire le calcul ici. Fait que je vais faire ma pression 1, il va me manquer un peu de détails, là, fois la température 2 divisé par la température 1. Sauf que
Moi, je n'ai pas ma pression 1. Fait que pour aller chercher ma pression 1, là, je vais avoir besoin de la pression atmosphérique, puis les données de la pression donc initiale. On le sait que si j'ai une jauge à pression relative, là, ça veut dire qu'il va falloir que j'additionne la pression atmosphérique. Fait que je vais additionner les deux, qui vont me donner, bien, c'est sûr, 341, et là, je vais pouvoir donc l'inscrire à ma pression 1. Fait que j'ai ma pression 2. Fait que finalement, la pression finale de la jauge, bien, si je veux juste la pression relative de la jauge, parce que ça, là, c'est avec la pression atmosphérique puis tout qu'on a additionné, bien, je vais ressoustraire ma pression atmosphérique, puis je vais savoir qu'est-ce qui va être écrit sur mon petit cadran de ma jauge. Oh, ça, c'est un petit peu plus tannant. Numéro 17, on a un ballon de verre vide d'un volume V de 2 litres. Il y a une masse M de 385,3 grammes. Lorsqu'il est rempli de dioxygène, on note alors une masse de 388 grammes. En vidant le ballon et en remplissant d'un gaz inconnu, on note une nouvelle masse, il y a beaucoup de masse, de 389 grammes. Quelle est la masse molaire du gaz inconnu? Si on cherche la masse molaire, on est capable d'identifier le gaz inconnu. Fait que là, notre but, c'est vraiment d'aller chercher la masse molaire de notre gaz inconnu. Pour ce faire, on va utiliser cette petite formule-là qu'on va avoir donc besoin pour aller chercher le gaz inconnu. Fait que là, on a plein de renseignements, là. On a la masse du ballon vide. C'est comme la masse de notre seringue là, qui est vide. Puis là, on a rempli deux autres ballons, un avec le O2, puis un avec le gaz inconnu. Bien sûr, hein, si je fais toujours plein, mon récipient plein, moins mon récipient vide, bien, je vais avoir la masse des gaz, lui que je connais, puis lui que je ne connais pas. Étant donné, selon l'hypothèse d'Avogadro, hypothèse d'Avogadro, qui nous dit que si deux gaz ont la même pression, le même volume, même ballon, même température, ben coudonc, ils vont avoir aussi le même nombre de moles. Ça veut dire que si je trouve le nombre de moles de mon O2, en faisant, regardez bien, là, j'ai isolé le petit n, là, en faisant la masse du O2 divisée par la masse molaire dans le tableau périodique du O2, je sais que mon nombre de moles de O2 va être égal à mon nombre de moles de mon gaz, donc inconnu. Ça, je sais ça. OK? C'est écrit ici, là. Les deux, donc, sont pareils. Fait que là, je peux aller chercher, moi, la masse molaire de mon gaz inconnu de bord, là. Je vais faire la masse molaire de mon gaz que je ne connais pas, de mon gaz inconnu, divisé par son nombre de moles, qui est le même nombre de moles que celui de O2. Je vais avoir 44 grammes par mol. Puis moi, ben, je peux vous donner des choix, là. Quel sera, admettons, donc le gaz, là, parmi ces choix-là? Vous trouvez la masse molaire dans le tableau périodique. Puis là, on se rend compte, hey, que le CO2, ça fit, là. Le CO2, là, sa masse molaire dans le tableau périodique, c'est 44 grammes par mol. Fait qu'on vient d'identifier notre gaz inconnu. Bingo. Puis là, on va être rendu, on s'en va de l'autre côté, à la page 80.